C'est au chapitre 1113 qu'un nom est révélé, Shinji Garcia Saturne, l'un des 5 membres du Gorosei. Il est accompagné de Kizaru et de très nombreux navires. Une vingtaine de chapitres plus tard, il dévoile sa véritable nature. Il sort d'un cercle magique. Des éclairs jaillissent du cercle. Il est formellement interdit à toute personne ayant le grade de contre-amiral ou inférieur de le regarder. Un véritable démon apparaît sur Egghead. C'est la plus haute autorité mondiale. Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. On a eu l'avènement de Kuma le Shishibukai et les actes de Kuma en tant que Shibukai. Sauf qu'un homme est au centre de tout ça. Shinji Garcia Saturne. Ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin du flashback et que sur Egghead, on a Saturne qui est debout. Aujourd'hui, on parlera donc de la suite des événements sur Egghead, de Kuma, de Kizaru, de Luffy, des Mugiwara, de Saturne. Pouvoir démoniaque, démonstration de surpuissance. Haki des rois à son paroxysme. J'en profite pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous retrouverez chaque semaine une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. C'est le nouveau planning et je m'engage à la respecter. Nous, les fans de One Piece, sommes toujours à la recherche des meilleures façons de mettre la main sur des produits exclusifs du Japon. C'est là que Zen Market entre en jeu. Zen Market, c'est un peu comme un log pose qui vous guide à travers les océans tumultueux des boutiques en ligne japonaises. Que vous recherchez des figurines rares de Luffy, Roger ou encore Shanks, des mangas japonais ou encore des goodies, Zen Market est votre allié incontournable. J'ai commandé ces 3 magnifiques figurines de Luffy Gear 5, Goldie Roger le roi des pirates et Barbe Blanche. Il n'y a eu aucun problème, ça s'est fait rapidement et je peux admirer ces masterclass. Comment ça marche? C'est simple. Zen Market agit comme un intermédiaire entre vous et les vendeurs japonais. Vous créez votre compte, vous naviguez sur les sites partenaires et une fois que vous avez trouvé ce que vous recherchiez, Zen Market s'occupe de tout, de l'achat à l'expédition, en passant par la vérif de la qualité des produits. Regardez-moi un peu ces figurines qui viennent tout droit du Japon. De la puissance à ne plus savoir qu'en faire. Zen Market, c'est le site pour trouver ce que vous recherchez. Alors n'attendez plus et découvrez un monde de trésors avec Zen Market. Le postulat de départ de Egghead, c'est qu'on a les Mugiwara qui débarquent sur une île. Sauf que cette fois, on a un équipage d'empereurs. Donc, l'une des plus grandes forces du monde. L'élite se montre plus ou moins antagoniste, mais Robin et Zoro pouvant finir avec elle rapidement, malgré la distance. C'est Shaka qui lui dira que son sort dépend uniquement de leur choix. Sanji, quant à lui, l'admirait simplement. Cette scène est donc représentative de la réalité sur place. Même sans le capitaine, car Luffy n'est pas là, l'équipage peut s'en sortir sans grande difficulté. Par la suite, on a la menace CP0, donc avec Rob Lucci, qui s'est fait éclater par Luffy, puis one-shot par ceux-ci. Viennent ensuite les Séraphins qui étaient compliqués à combattre à cause des gènes de King, mais en termes de niveau, en termes de difficulté par rapport au niveau, l'équipage est au-dessus. C'est alors que la marine débarque avec une flotte entière. Des vice-amiraux, un amiral et Saturne, qui ne fait qu'observer dans un premier temps. Il est important de noter qu'il le dit, il ne veut pas que l'on sache qu'il est là. La réalité étant ce qu'elle est, Luffy a one-shot Kizaru. Il reste la marine, les Mugiwara, Sanji devant Saturne, mais Lucci retient Zoro. On a donc une augmentation de la menace au fil du temps, pour en arriver au véritable boss qui est Saturne. L'élite, CP0, Séraphin, Kizaru et enfin Saturne. C'est une chose que l'on voit très souvent, le boss arrive à la fin. Zoro étant un homme extrêmement puissant, il devait être occupé ailleurs, histoire qu'on n'ait pas Sanji et Zoro devant Saturne, parce que les deux peuvent se prendre quasiment n'importe qui en 2 contre 1. Même dans les cas où ils perdent, ils donnent à minima un énorme combat à n'importe qui. D'où l'importance d'éloigner Zoro. Lucci sert à ça. Et Kizaru a servi à ce que Luffy soit comme ça, à cause de la limite du Gear 5. Et on comprend pourquoi est-ce qu'on appelle le Gear 5 contre les Séraphins. En réalité, le contre-coup est un problème. Donc, s'il utilise le Gear 4, ce n'est pas pour rien. S'il affronte les Séraphins et qu'en Gear 4, il ne leur fait pas mal, alors il finira comme ça. S'il affronte King en Gear 5 et que King reste en mode résistance de Lunaria, il pourrait très bien finir comme ça. Voilà pourquoi on a d'abord le Gear 4. Contre Lucci, on a directement eu le Gear 5. Et justement, le cas de Lucci est très intéressant, parce que regardez un petit peu l'état de Luffy après le Gear 5. Pourtant, le combat est très court. Et Lucci n'a pas du tout son niveau. Voilà pourquoi contre Kizaru, on a d'abord eu un Gear 4. Luffy sait qu'après Kizaru, il y a des marines. S'il sort le Gear 5 et qu'il est fatigué après, ça peut être compliqué. Sauf que, là où les Séraphins sont chiants à cause de la résistance, Kizaru est chiant via sa défense. Donc, quitte à finir comme ça, il sort le Gear 5. On a donc un Luffy qui est HS à cause du contre-coup. Et Zoro qui est occupé, et l'élément le plus fort devant Saturne est donc Sanji. Sauf que Saturne a récupéré le commandement des Mark III. Il a la marine avec lui et les vice-amiraux. Là où la situation pouvait être avantageuse, voire très avantageuse pour Luffy et l'équipage, ça c'est totalement inversé. Alors même que Kizaru est KO. Et justement, avant de parler de Saturne et de la suite des événements, il faut parler de Kizaru qui nous fait comprendre pas mal de choses. Car à travers lui, l'auteur nous parle de beaucoup de choses. Il nous explique pas mal d'éléments.
J'ai pas encore parlé de la fin du combat Luffy contre Kizaru sur la chaîne et c'est le moment. Le cas de Kizaru est un cas très intéressant. Pendant plusieurs mois, je vous ai annoncé que Luffy allait encore une fois nous montrer qu'un empereur est bien supérieur à un amiral. Et c'est chose faite. Eiichiro Oda clarifie une énième fois les rapports de force qui régissent son œuvre. Luffy a tout simplement mis KO l'amiral Kizaru. Luffy l'a mis KO en un seul coup. Aucun enchaînement, pas de nombreux coups, il n'aura suffi que d'un seul coup porté à l'amiral. Outre ce fait qui est désormais indiscutable, Kizaru s'avère être en réalité un antagoniste qui n'est pas au premier plan. Pire, Kizaru s'avère être un faire-valoir. Un simple faire-valoir pour Saturne. Alors qu'il aurait pu représenter la vraie menace de l'arc. Alors que l'auteur aurait pu le booster. Eh bien non, comme d'habitude, l'auteur fait le choix de la cohérence. Avec un amiral qui a le même niveau qu'il avait durant la bataille contre Barbe Blanche. C'est un amiral qui a bien plus de 40 ans. Donc, il ne pouvait que très difficilement avoir de nouveaux power-up. Depuis quelque temps, je parle du fait que l'auteur ait démarré quelque chose de clair. La déconstruction totale de la marine, telle qu'on la connaît. L'humiliation d'Aramaki. L'échec pour les Shibukai. Pour leur capture, l'échec contre les Revo, etc. La prochaine étape était Kizaru qui allait tomber, de façon assez humiliante. Et soyons honnêtes, c'est chose faite. Un coup, pas deux, pas trois, un seul coup. Kizaru est un faire-valoir qui met en avant Saturne. Il ne sert qu'à ça. Il n'a rien pu faire de fou contre Luffy. On n'est plus sur l'archipel. Le chapitre 1093 se nomme Luffy versus Kizaru. Si ce choix était fait par l'auteur, ce n'est pas pour rien. Kizaru avait en fait proposé tout ce qu'il pouvait proposer, c'est-à-dire la puissance qui est la sienne. Il a fortement frappé Luffy à 2 reprises, dont une avec un gros chargement. Pourtant, pas de dégâts pour Luffy. Luffy quant à lui ne le touche qu'une seule fois. Kizaru est au sol, il ne peut plus bouger, c'est ce qu'on appelle un KO. L'auteur a encore une fois démontré par A plus B que One Piece n'est pas qu'un simple manga. One Piece est un manga qui est cohérent depuis plus de 25 ans, ce qui est exceptionnel. Dire que Kizaru est au niveau de Luffy, c'est dire que le manga est incohérent. Et l'auteur le sait, alors l'auteur a fait ce qu'il sait faire de mieux. Continue à faire un manga cohérent. Kizaru contre Luffy Gear 5 a tenu 2 chapitres, du 1093 au 1094. Il a autant tenu que Rob Lucci. Rob Lucci est tombé après 2 coups directs. Kizaru après un coup direct. Kizaru arrivant en pleine forme, Luffy sortait d'une nuit de combat. On pourrait dire que Luffy était assez affaibli à cause du Gear 5, du Gear 4, contre les Séraphins, etc. Mais au fond, c'est même pas important. Ce qui importe réellement, c'est ce que l'auteur nous raconte dans le fond. Durant tout l'affrontement, Luffy n'a pas utilisé de Hakideroa offensif. Alors que l'Hakideroa offensif est l'un des 2 gros power-up de Luffy qui font de Luffy un véritable empereur. Son Hakideroa et le Gear 5. Quand Luffy Snakeman affronte Kizaru, pas de Hakideroa offensif. Durant l'échange, Kizaru utilise une caractéristique particulière, une excellente défense, mais cette particularité c'est un peu comme la résistance de Lunaria. Des Séraphins, par exemple, Luffy ne leur fait pas mal, pourtant, ils n'ont pas son niveau. Kizaru a une très bonne défense, mais offensivement, il est extrêmement nul. On pourrait même dire qu'il est exécrable. Il a frappé Luffy à 2 reprises, une fois avec un énorme élan, tout en disant que l'accélération, c'est la puissance, ce qui veut dire que dans l'attaque, il donne tout, ou quasiment tout, et une fois à la fin du chapitre, 1093. Dans les 2 cas, Luffy n'a pas réellement de gros dégâts. Il faut comprendre que pour l'instant, pas de Hakideroa offensif pour Luffy. Luffy Gear 5 contre Kizaru, c'est Luffy qui l'envoie au loin, alors qu'il aurait pu par exemple faire comme Garp, avec le Blue Hole, mais il l'envoie au loin. Le combat c'est Kizaru qui envoie des clones, Luffy qui les one-shot, Luffy qui encaisse sans problème le rayon de Kizaru, Kizaru qui s'enfuit pour abattre Vegapunk, Franky qui demande à Luffy de faire quelque chose, Luffy qui envoie un White Star Gun, une technique a priori avec Hakideroa offensif, et enfin Kizaru qui est KO. Voilà le combat Gear 5 contre Kizaru. Kizaru qui fuit l'affrontement, et la vraie technique que Luffy utilise le met KO, littéralement. Il est incapable de bouger. Il s'excuse. Kizaru, c'est la quintessence de l'obéissance et de la soumission envers le GM. Il n'a pas hésité à détruire Sentomaru, qu'il appelle tonton. Quand Charlos se fait attaquer, c'est lui qui vient. Il allait ôter la vie à Vegapunk, etc. Kizaru s'excuse profondément parce qu'il est dégoûté. Il aurait voulu en faire plus, mais on n'est plus sur l'archipel. Kizaru a donc fait 3 choses contre Luffy. Il se défendait, il a fui pour abattre Vegapunk, il a tapé Luffy sans lui faire de dégâts. Il savait que Luffy avait atteint sa limite en termes de temps au niveau du Gear 5. Donc il a attaqué, mais Luffy a esquivé et l'a mis KO. Quand Kizaru parle au sol, il a du mal à s'exprimer, car en pleine phrase, il a 3 points de suspension. Les traducteurs japonais de Little Garden nous l'expliquent très bien. Les 3 points de suspension sont là pour marquer le fait que Kizaru ait du mal à s'exprimer après le coup qu'il vient de recevoir. Un exemple parfait, quand l'eau se fait battre par Teach, il dira « Fais demi-tour, Beppo, l'eau est essoufflée, peut pas laisser l'équipage derrière ». Eh bien c'est la même chose avec Kizaru après un seul coup de Luffy. C'est l'état de l'eau qui a perdu contre Barbe Noire. Sauf que quand l'eau a frappé Teach, regardez la tête de Teach. Vanogur propose carrément de partir. On a donc bien eu des combats qui opposaient des Yonko à des hommes qui avaient 3 milliards sur la tête. L'eau contre Teach, Kid contre Shanks, Kizaru contre Luffy. Je vous avais dit que l'auteur excellait dans l'illusionnisme, car il donne l'illusion que certains ont de grandes chances contre d'autres, alors que ce n'est pas le cas. On a parlé de beaucoup d'exemples. Ces fins de combat sont faites de sorte à ce que l'on comprenne qui sont les Yonko. Kid et Law sont certes très forts, mais ils ont battu Big Mom à 2.
Kizaru est certes très fort, mais il est incapable de vaincre Marco sans grande difficulté. Ces 3 combats nous montrent qu'ils sont les plus proches du trésor du roi des pirates. Les empereurs ont certes des empires, des flottes, des équipages, mais un empereur est avant tout un pirate extrêmement puissant. Quand tu affrontes un empereur, tu entres dans un combat que tu auras du mal à assumer si tu n'es pas proche du niveau. Tu peux lui faire mal, tu peux pourquoi pas tenir un certain temps, mais pour gagner, il te faudra des circonstances exceptionnelles. One Piece est un manga de pirates, et un empereur est un pirate. Un empereur, c'est le summum de ce que la piraterie mondiale peut proposer. Dans un équipage Yonko, il n'y a qu'un seul et unique Yonko. De Kid, Law et Luffy, c'est Luffy qui est devenu empereur. Les amiraux, c'est le summum de ce que la marine peut proposer. Mais les amiraux ne sont pas uniques dans la marine. Il y en a 3 et un amiral en chef. Quand 2 postes sont vacants, on te trouve 2 hommes dans la nature. Pour les Yonko, c'est différent. Pour Baggy, tout repose sur du faux. Le monde croit qu'il a le niveau. Et pour Luffy, on parle d'un homme qui a battu Shishibukai, commandant Yonko, pour enfin devenir Yonko. En conclusion, je dirais que l'auteur a comme d'habitude parfaitement fait les choses. Eiichiro Oda n'est pas quelqu'un qui forcera un scénario au détriment de la cohérence. Eiichiro Oda est quelqu'un qui connaît l'importance de la cohérence. Chapitre 1093, Luffy vs Kizaru. Chapitre 1094, Singe grâce à Saturne, dieu guerrier de la science et de la défense. Le titre est à rallonge, mais ce n'est pas anodin. Le Luffy versus Kizaru est là pour nous montrer que Kizaru ne fait pas le poids. Kizaru n'est qu'un faire-valoir sans grande ambition et qui avait comme volonté le fait de rester fidèle, obéissant et soumis au GM. Ginny égale incident de God Valley. Bonnie égale incident de Egghead. On est en plein flashback de Kuma, et Kuma est très lié à beaucoup de personnages qu'on a vus et qu'on verra encore. Par exemple, on a les Shibukai qui ont été montrés. Sauf qu'un homme en particulier est très lié à Kuma, bien plus que les autres. Il faut savoir que cet homme est également lié à Ginny. Ce n'est pas tout, il est également lié à Luffy. Vous avez compris, on parle de Dragon. Monkey D. Dragon. Père de Luffy, ami de Kuma, ami de Ginny, chef suprême des Revo. Dès que Kuma rencontre Dragon, on peut voir Dragon dans chaque chapitre du flashback. Absolument chaque chapitre. Dans le 1095, il rencontre Ivankov. Dans le 1096, il est devant Saturne qui lui dit des mots forts. Puis au 1097, il rencontre Dragon. Justement. Depuis, dans chaque chapitre, Dragon est là. Il n'a jamais été aussi présent dans le manga. Dans le 1097, les Revo sont nés. Kuma devient alors un élément important de l'organisation, qui vise à faire tomber le GM. On retient l'info, c'est important pour Saturne. Dans le 1098, il est là quand Ginny lui parle. Dans le 1099, il lui dit « Laisse-toi guider par le vent du destin ». Dans le 1100, on le voit qui apprend le fait que Kuma est un Shibukai, et à la fin du chapitre, on peut voir Kuma qui va vers Fushia, et on voit Luffy. Dragon sera donc encore de la partie. Ce n'est pas fini. Dragon est donc constamment présent. Il est toujours là. C'est comme si l'auteur préparait quelque chose. On n'a jamais eu autant d'infos sur lui. L'auteur attendait quelque chose, le flashback. Désormais, il conditionne son œuvre et ses lecteurs à sa venue. On a appris qu'il était un ex-marine. Sauf que lui a pris son courage à 2 mains et qu'il a changé de camp. Il a vu tout ce qu'il y avait à voir. Il a très vite compris que dans la marine, quoi qu'il arrive, tu seras la botte du GM. En étant dans la marine, tu ne pourras rien faire. La marine est un camp où les mots d'ordre sont la soumission et l'obéissance absolue. Les rares exceptions en termes d'obéissance et de soumission totale étant Garp et un peu Fujitora. Pour le cas de Fujitora, il a profité des moments exceptionnels et de l'alliance Kaido Big Mom, qui a fait trembler la marine. Le dégager était bien trop risqué. Pour le cas de Garp, c'est Sengoku qui en parle le mieux. Il profite du fait que pour le monde, c'est le héros de la marine. Sans God Valley et Roger, Sengoku le dit clairement, ça fait bien longtemps qu'il l'aurait fait disparaître. Garp a donc, en quelque sorte, un peu plus de liberté, même s'il est quoi qu'il arrive, bloqué à cause du camp qui est le sien. Le seul vrai bon choix qu'il aurait dû faire, c'est de rejoindre son fils chez les Revo. Dragon a eu beaucoup de mal à recruter de très bons éléments, dans le sens puissance du terme. Et Garp aurait été un excellent élément. Il en va de même pour Fujitora, qui aurait pu rejoindre Dragon, mais qui préfère être dans la marine, bien qu'il soit très limité. Kizaru était vu en train de danser comme Nika. Kizaru aurait également pu rejoindre les Revo, rejoindre Dragon, ce qui aurait fait de lui un véritable élément déterminant pour la révolution mondiale. Mais il a préféré être dans la marine, et y rester, en restant soumis et obéissant envers ce camp. Aokiji aurait également pu rejoindre Dragon, quand il a vu Ohara, mais il a tout fait pour devenir amiral en chef. Sauf qu'après une défaite, il quitta la marine et finira commandant de Barbe Noire. On a encore un homme qui aurait pu faire de vraies choses en prenant une vraie décision. Mais quoi qu'il arrive, même en devenant amiral en chef, il n'aurait pas réellement pu changer la marine. Il aurait juste pu changer les modes d'action et faire de la marine une marine moins extrême. La question est donc, quel était son réel but ? Tout changer ou juste rendre la marine moins extrême. Quoi qu'il arrive, il faut comprendre que, s'ils avaient pris les bonnes décisions, l'avenir du monde aurait été beaucoup moins incertain. Garp, Aokiji, Kizaru, Fujitora. 4 hommes qui auraient pu changer le monde avec Dragon.
mais 4 hommes qui ont préféré une autre voie. Garp a perdu sur la ruche. Aokiji est commandant du Yonko. Fujitora est amiral. Kizaru a perdu sur Egghead. Oh, 忘れない。 Après avoir quitté la marine, Dragon a créé une organisation, les combattants de la liberté, qui sont plus tard devenus les rivaux. Sauf que pour faire une telle révolution, il faut beaucoup de moyens. Il faut des hommes et femmes prêts à s'engager, prêts à accepter la réalité, prêts à assumer leur choix. Car pour le cas de Ginny, elle n'a rien reproché à Dragon. Elle le savait pertinemment. On ne peut pas risquer de tout perdre. Tu es morte pour la cause, mais sache une chose, on te vengera, et quand on les fera payer, on pensera à toi. C'est comme ça que Dragon voit les choses. Dragon est réaliste, pragmatique. Il met de côté ses émotions pour le bien du monde. On comprend bien que le choix est compliqué, mais les pertes ne sont pas oubliées. En d'autres termes, il ne pouvait sauver la mère, mais il peut très bien sauver la fille. Et c'est là que l'on pourra voir l'intervention de l'un des hommes les plus attendus. Il est apparu en 1999, et au fil du manga, on n'a eu que quelques infos. Là, ça commençait à bouger. On en a eu beaucoup plus, comme par exemple le fait que c'est un ex-marine. L'info est importante pour qu'on comprenne bien qu'il a tout vu, de ses propres yeux. Il a compris qu'il ne pourrait rien faire de l'intérieur. Les amiraux ne peuvent rien faire. Même en étant le chef, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun vrai pouvoir. Même l'amiral en chef n'est qu'un pion. Dragon devait attendre. Il devait se préparer. Sauf que maintenant, il est prêt. Il a envoyé ses hommes pour faire une déclaration de conflit total. Plus rien ne le retient désormais. Il peut attaquer n'importe qui, n'importe quand. Et ce n'est pas tout, car au-delà de Bonnie, il y a également son fils qui est là-bas. Et ce n'est pas tout, il est également Vegapunk, son ami. Car il faut se demander quel est l'avenir de Vegapunk. Le GM veut sa fin, il ne reste que Dragon. Dragon qui a besoin de sa science, de ses inventions. Il a encore plus de raisons de venir. D'ailleurs, il lui avait parlé. Je sens que c'est bientôt ma fin, Dragon. Il a donc toutes les raisons du monde de venir. De tous les membres importants des rivaux, c'est le seul qui n'a pas encore réellement bougé. Kuma a attaqué Marie-Joise. Les membres importants ont attaqué Marie-Joise. Ivankov était sur Marineford, avec Inazuma. Sabo a carrément attaqué Im et le Gorosei. Il ne manque plus que Dragon. On en vient à l'incident de Egghead. Comme on l'a vu à plusieurs mois, il y a de très grandes chances pour que l'incident soit lié à Saturne, soit lié à la chute de Saturne. Et au fil des chapitres, on a pu voir que l'auteur l'a mis en avant. Sauf qu'il faut se demander qui pourrait être à l'origine de la chute de Saturne. Plutôt, on parlait de Dragon. Sauf que, imaginons que Dragon doit faire autre chose, doit aller autre part. Imaginons qu'on l'empêche de venir. Et bien malgré ça, Kuma pourrait débarquer à tout moment. Il n'a pas pu sauver Ginny, il pourrait sauver sa fille. Sauf que, sauver Bonnie n'est pas forcément synonyme d'éliminer Saturne. Il peut très bien sauver Bonnie et ne pas parvenir à éliminer Saturne. D'ailleurs, il est en très mauvais état. Un pied en moins, un bout de visage en moins, un corps endommagé. Kuma pourrait donc ne pas être à l'origine de la chute de Saturne. Et comme Kuma est lié à Nika, et qu'il croit en lui, Luffy pourrait très bien abattre Saturne. Pour l'instant, il est fatigué, mais il pourrait très bien revenir en forme et en Gear 5. Pour le combattre et l'abattre. Il a battu le roi des bêtes, donc Kaido, il peut faire très mal et battre n'importe qui. Si Dragon ne vient pas, la plus grande menace pour Saturne est donc Luffy. D'ailleurs, il a essayé de lui ôter la vie, avant que Franklin le sauve. Sauf que Saturne a des pouvoirs démoniaques totalement inconnus. On se rappelle du pouvoir de ses yeux. Saturne est quelqu'un de très intelligent, dieu guerrier de la science et de la défense. Il sait donc qu'il a besoin d'en finir avec Luffy, s'il veut éviter de se faire éclater. Voilà pourquoi j'ai pensé à une éventuelle fin temporaire pour Luffy. Je m'explique. Les Mugiwara veulent faire de Luffy le roi des pirates. Pour les atteindre, vraiment, pour que leur morale soit à zéro, il faut abattre le capitaine. On a donc une situation où Saturne doit impérativement abattre Luffy, et où Luffy peut se relever à tout moment. Et s'il se relève, on a un mur infranchissable pour Saturne. 3 options. Luffy ne se relève pas à cause du contre-coup du Gear 5. Saturne a un pouvoir qui pourrait l'immobiliser. Ou alors, Saturne parvient à lui ôter la vie. Ça paraît très grave, mais ce n'est pas une fatalité. Dans le chapitre 1043, Luffy a perdu la vie. Mais il est revenu à la vie. Et quand il revient, justement, c'est directement en guerrier de la libération. Imaginons que Kuma vienne et qu'il tente d'éliminer Saturne, mais qu'il n'y parvienne pas. Celui qui pourra alors représenter l'ultime sauveur serait bel et bien Nika. Et on aurait une conclusion qui est parfaite. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.